Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute! Allez! On y va? C'est parti. T'es quel signe astrologique et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je suis Bélier. Toute ma vie, j'ai l'impression que ça a signifié fonceur, confrontational, dans la confrontation et un petit peu je plonge dans la piscine et j'apprends à nager plus tard. Et je pense qu'il y a une part de ça. Je me sens pas dans la confrontation. J'ai vraiment pas, j'aime pas le conflit, j'aime pas que ce soit physique ou verbal. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai tendance plutôt, quand je sens que ça s'enclenche, à le fuir. Non pas par peur de prévaloir mes valeurs, mais par désintérêt total de ce que ça va apporter à l'univers et à la vie d'entrer En collision. en collision avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entrer en collision pour des raisons qui ne sont pas le fond du débat. Donc j'aime pas nourrir ce truc-là. Je me suis pas souvent senti Bélier, sauf peut-être sur ça, sur le truc de je préfère me jeter dans le truc, vivre les choses, les ressentir et après me poser des questions. J'aime pas Donc trop les la défauts prépa. du Bélier, c'est qu'il est quand même pro du conflit et qu'il fonce, mais il a des qualités le Bélier. Ouais. Bah, je pense que le Bélier, il est. Bah, je sais pas, je connais pas les tenants et les aboutissants du Bélier, mais bon, je te le décris en fonction de moi, du coup. Mais j'ai l'impression d'être très à l'écoute de mon environnement. Quand je rentre dans une pièce, j'ai l'impression de scanner assez bien l'énergie et de peut-être trop savoir ce qui se passe et peut-être traverser cette pièce sous le prisme de ce que je projette sur les gens, de leurs attentes, qui n'ont peut-être certainement pas, mais j'ai tendance à... Comme je dis toujours, personne n'en a autant quelque chose à foutre que toi-même de ce que tu es, de ce que tu représentes et de ce qui t'arrive. Donc, Tu crois ça? ouais, je pense. En tout cas, j'essaie de me convaincre que c'est le cas, parce que sinon tu deviens fou dans ce métier. Si tu te dis... parce que les informations, quand tu les prends toi seul, pour une seule personne, par exemple, quand il y a eu cette série Netflix qui est sortie et qu'il y a eu d'un coup, t'es seul dans ton microcosme, et j'étais seul à Budapest, je tournais un film, et tu reçois toute cette attention, toute cette visibilité, tous ces gens qui te parlent. Et en fait, de l'extérieur, c'est pas grand-chose, personne c'est à petite échelle, tu vois, mais quand tu le vis de l'intérieur, que toute la journée tu reçois des messages, des sollicitations et des machins, t'as l'impression qu'en fait, le monde entier est en train de vivre ça. Et il faut que tu te rappelles que c'est juste ta petite réalité et que personne n'a vraiment quelque chose à faire autant que toi. Et voilà. C'était quoi la question? Quelles sont les qualités du Bélier? Et tu as commencé en disant, quand j'arrive dans une pièce, j'ai l'impression de ressentir. Mais bon. Ouais, je pense que le Bélier est généreux. Ça, c'est une qualité dont je suis sûr, c'est la générosité. Je pense que vraiment, j'ai aucune peur de donner, de léguer, de céder, d'essayer de mettre les gens dans la lumière. J'ai un peu ce truc de no man left behind. Si je vois dans un cercle, dans une dynamique, que quelqu'un est en retrait ou quelqu'un est écrasé ou mal perçu ou pas invité à la conversation, je vais toujours tout faire pour le ramener dans la lumière. Ça, c'est quelque chose que... En fait, j'arrive pas à passer un bon moment si tout le monde ne passe pas un bon moment. J'arrive pas à faire semblant que tout va bien quand quelqu'un va mal. Et je pense que... Je sais pas si c'est symptomatique des béliers ou des gens qui ont pris cher un peu dans l'enfance, mais en tout cas, il y a une sensibilité aux choses, à ce qui se passe, quoi, dans l'entourage. C'est quoi le tarot pour toi? Bah, le tarot, pour moi, c'est j'ai envie de dire, c'est une interprétation de la vie qui est un petit peu, comment dire, à travers le prisme de la... pardon, je manque de vocabulaire, je suis fatigué.
à travers le prisme de la coïncidence, de l'ineffable, j'ai un mot que j'ai envie de sortir, mais qui veut pas sortir. T'as un synonyme ou une paraphrase? Si j'avais le synonyme, je te l'aurais sorti déjà. Ouais. Il y a tout le lexique qui est tombé de l'étagère, là. Le mec est en mort cérébrale. Faut que je monte, hein. Ouais. Non, mais ça me dérange pas. Je suis ce que je suis, hein, bon. When in doubt, choose it out, comme on dit. Je pense que moi j'ai toujours trouvé que c'était. Je me suis toujours dit qu'il y avait une part de vérité parce que la vie, elle s'affiche, elle s'offre à toi sous tellement de médiums différents que ces cartes-là en sont un médium. C'est un langage en fait d'interprétation des signes de la vie. Quand parfois tu n'es peut-être pas assez alerte, parce que la vie te parle tout le temps, il y a des phases où tu l'écoutes et il y a des phases où tu la traverses comme une forêt de symboles, comme disait Baudelaire, complètement aveugle, quoi. Voilà. C'était quoi la question? C'est quoi le tarot pour toi? Ouais, le tarot pour moi c'est vraiment chouette. C'est accéder aux signes. C'est là où on peut plus les ignorer, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Tu t'es déjà fait tirer les cartes? Ouais, je crois que j'étais tombé sur le pendu bien des fois. Mais je me suis dit, ouais. En fait, je me suis fait tirer les cartes par une amie plusieurs fois. C'était à l'époque où je faisais des Burning Man et des Africa Burn et tout. Et elle était fascinée par ça, elle est passionnée. Et toutes les quarts d'heure, c'était je peux te tirer les cartes. Donc on se faisait tirer les cartes vraiment 3 fois par jour, que je pense pas être d'avoir un certain intérêt. Et je tombais tout le temps sur le pendu, quoi. Et à chaque fois, elle me disait putain. Et elle m'annonçait que des mauvaises nouvelles. Et donc, à chaque fois qu'elle s'approchait de moi en me disant est-ce que tu veux que je te tire les cartes, je dis je sais pas, je suis en train de passer une bonne journée, un bon moment. Je sais pas si j'ai envie de partir dans ce miasme-là, là, tout de suite. Et donc, je me suis un peu mis en retrait. Je me suis un peu évaporé du tarot parce que je me suis dit c'est pas quelque chose qui a l'air de vouloir me mettre de bonne humeur. Le pendu, cela dit, alors chaque carte a un côté positif et un côté négatif. Ouais. C'est quoi le côté positif du pendu? C'est que tu vois les choses différemment. Ah. Et qu'il y a une certaine légèreté, ça te dit t'es pas obligé d'intervenir tout de suite, tu peux observer, prendre du recul pour voir un peu comment tu te sens et après agir. Ok. Ça te dit, t'es pas obligé de rentrer en action tout de suite. Okay. Et ça te dit aussi que tu prends de la hauteur. Ah, mais c'est quand il est de quel côté? Moi, je les lis pas renversés. C'est les cartes qui l'entourent, qui clarifient le message. Mais si elle arrive toute seule et que tu tires le pendu, ça veut dire c'est un temps de pause et c'est un moment pour, comme je te disais, voir les situations avec un petit peu plus de sagesse et t'es pas obligé tout de suite d'aller frapper le mec, quoi. Ok, très bien. Ok. Et est-ce que t'as déjà payé pour ça? Non. Non, jamais. Jamais. Est-ce que, en termes de médecine parallèle, t'as déjà vu des gourous, t'as déjà vu des magiciens ou des gens un peu comme ça? Oui, j'ai fait DMT, j'ai fait aussi comment ça s'appelait, le Toad, qui est un concentré de DMT, je crois, où tu pars avec un gourou, c'est un truc qui dure 5 minutes et tu pars vraiment dans le fractal, quoi. C'est un truc où tu es censé accepter la mort pour revenir et vivre les choses un peu différemment. Ça a été une expérience, moi, qui m'a plutôt traumatisé parce que j'avais pas confiance en ce gourou. Je trouvais qu'il était un petit peu... il nous a fait passer un peu à la chaîne, je trouvais que c'était un peu trop monétisé. Et du coup, je suis parti avec un sentiment de doute. Et en fait, c'est un truc qu'il faut complètement accepter, il faut s'ouvrir complètement. Donc, à mi-chemin, pendant le voyage, j'avais déjà envie de repartir parce que j'avais l'impression de m'éloigner de la réalité, ça m'a fait peur. Donc non seulement j'ai pas accepté la mort, mais j'ai pas accepté la peur et je suis revenu encore plus terrorisé. Et ça a ouvert un peu une porte et pendant quelques années après, j'étais complètement réfractaire à ce genre d'expérience. Alors qu'avant ça, j'étais ouvert à l'ayahuasca, au voyage, au Burning Man, au machin. Et là, vraiment, ça m'a éloigné des psychédéliques de façon assez probante. Ils considèrent pas ça comme une drogue au Pérou, tu vois, ils considèrent que c'est une médecine. Parce que c'était utilisé par les Incas, tout ça, donc c'est considéré comme une médecine. Et plein de gens qui l'ont fait autour de moi, leur vie a complètement changé, pour le mieux. Mais après, il faut avoir confiance, il faut l'interpréter de la bonne façon. Moi, je pense que je suis quand même très cérébral et que j'ai du mal à plonger dans ces trucs-là, en toute légèreté, sans peur de la mort, sans trucs comme ça. Donc, j'étais pas en mesure, je l'ai peut-être fait trop tard aussi. Je sais pas si c'est Comment ça s'est passé ton trip?
Bah tu pars, c'est très dur à décrire, hein. Tu pars vraiment, t'as l'impression d'exploser en un milliard d'atomes et tu observes, et tu fais partie du monde. Pendant 5 minutes, tu n'es plus une enveloppe corporelle, tu fais partie de tout ce qui t'entoure et tu vois, tu sens, tout est un même sens en fait, combiné à travers les choses qui t'entourent. Et c'est très intense, c'est très intense. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est un avant-goût de ce qui se passe dans la vie d'après. Quand on meurt, en fait, on devient une partie de tout ce qui nous entoure. On retourne à la terre. Et c'était trop intense pour moi. J'ai eu envie de revenir à ma petite condition d'être humain, avec son odorat, son toucher, son ouïe. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et du coup, c'est censé être une médecine. Ils réfèrent pas à ça en termes de drogue. La DMT, ça va parce que c'est très rapide. Moi, ce qui me faisait peur avec l'ayahuasca, c'est le code. Moi, c'est la longueur. Tu vois, quand j'ai fait du LSD, ça a été une expérience qui a transformé ma vie. Il y a eu un avant, un après. Tout s'est déclenché pour moi après ce trip de LSD. Mais c'est 6 heures, quoi. Ouais. 6 heures, c'est long. C'était quand ce trip de LSD? Ça, c'était en 2014. C'était mon premier Burning Man. L'année où on s'est rencontrés. Ouais, bah juste après. Juste après, je crois, l'été qui a suivi, je suis parti à Burning Man. Et c'est ça, on avait tourné, si t'as peur de fermer les yeux. 2013, on s'est rencontrés, 2014, février, et toi t'es parti l'été, je me souviens. C'est ça, ouais. Et ouais, ça a été une nuit entière, j'ai fini au lever du soleil, à marcher seul au milieu du désert, et plus personne autour de moi, je savais plus dans quelle direction aller en fait. Et j'ai accepté plein de choses, j'ai fini à genoux, les larmes aux yeux, en me disant, waouh, tu vois, j'avais besoin d'avoir les ongles plantés dans le sol, enfin, c'était super intense. Et je suis rentré apaisé, quoi. Mais je me suis dit, voilà, ça c'est un truc que tu fais pas tous les jours. J'ai connu des gens qui prenaient ça en boîte, comme une sombre drogue, mais c'est un vrai voyage, il y a un vrai message, il faut respecter en fait ces choses-là quand tu les prends. Et voilà. Ok, on a commencé direct sur la dope. Non, mais j'aime pas dire la dope pour ces trucs-là, c'est quand même des médecines, quoi. Ouais. Il y a des messages à la fin. Que quand tu prends une vieille trace de coke, bah, le message c'est une merde et tu te détruis. Alors juste pour revenir sur la médecine parallèle, il y a des magiciens, t'as des mecs que tu vois, ils te touchent le front et tout d'un coup ta colonne, enfin tu vois, t'as pas besoin de te faire opérer de la colonne vertébrale, enfin bon bref. Est-ce que t'as vu des médecins qui t'ont vraiment bluffé quoi? Les médecines parallèles, hein? Non, bluffé non, j'ai fait de la médecine chinoise. Je me suis fait à travers la maison avec son micro. J'ai fait quoi? J'ai fait de l'acupuncture, j'ai essayé l'hypnose, mais ça marche pas chez moi. Il m'a dit vous êtes trop cérébral, j'arriverai pas à hypnotiser. J'étais un peu déçu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pourquoi tu voulais te faire hypnotiser? C'était dans le cadre d'une thérapie. C'était moi la première personne que je voyais. J'étais pas prêt à voir un vrai psychothérapeute. J'avais besoin de voir un mec un petit peu plus libre, façon de parler. Et lui, il venait une petite heure et on papotait. Il y avait un truc sur la physicalité, sur la gestuelle, sur le regard. Et j'ai bien aimé. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, j'aimerais bien aller plus profond. Il m'a dit, bah, il y a. Qu'est-ce que c'est? MDR? Non, Le MDR. Le MDR. Et il m'a dit, ça va pas marcher sur vous, vous êtes trop cérébral. Donc voilà, encore une discipline sportive à laquelle je vais pas pouvoir participer à cause de ma tête. Non, à part ça, j'ai pas fait des trucs dingues. Enfin, j'ai fait des trucs dingues, mais pas en termes de guérisseur, tout ça. T'as fait quoi comme truc dingue? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme truc dingue. Un peu tout ce que je te dis. Franchement, j'ai fait des choses à l'époque de mes années Africa Burn et Burning Man, tout ça, où je sais même pas ce que c'était, je sais même pas ce que je recherchais, mais en tout cas, c'était des voyages. Ouais. Est-ce qu'il y en a un que tu peux partager avec nous, un trip que tu peux partager avec nous? Êtes-vous un drogué notoire? Alors, écoute, il a fallu que jeunesse se fasse, mais à l'époque de la grande recherche, dans ma vingtaine, ouais, j'ai fait un... Quel voyage m'a le plus... Moi, franchement, le plus intense, comme je t'ai dit, c'était mon premier Burning Man, mon premier LSD, c'était je me demande encore si je l'ai vécu aujourd'hui. Ce moment où tu te dis ah mais tout est exactement là où c'est censé être dans l'équilibre des choses. Et en fait c'est mon regard en fait et mon éducation et ce que la société a ancré en moi qui fait que je vois le monde à travers le prisme de quelque chose d'imparfait. Tu vois, au même titre que
tu vois, les fleurs du mal, quand il se dit je vais faire un bouquin entier où je vais redonner ses lettres de noblesse à des trucs dégueulasses, tu vois. Je vais décrire une charogne au fond d'un fossé avec poésie et le mettre en lumière. Et ben, j'ai compris à ce moment-là ce qu'il voulait faire par là. Il voulait vraiment dire au monde, tout est exactement parfait, comme c'est censé l'être, dans l'équilibre parfait des choses. Donc après ce trip-là, j'ai commencé à regarder les choses sans me dire, tiens, moi, d'où je viens, par rapport à mon éducation, par rapport aux maisons dans lesquelles j'ai grandi, par rapport au monde, par rapport à ma perception du corps, de la sexualité, de l'homme, de la femme, de la société, de la pauvreté, de la richesse, de la culture, de machin. Comment je regarde cette personne, maintenant, sans la juger. Comment je regarde ce pot de fleurs, comment je regarde cette flaque d'huile, Et donc, ça m'a poussé à tout remettre en question. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour ça que le LSD, pour moi, tout le monde devrait le faire une fois dans sa vie. Il faut bien sûr être entouré de gens qu'on aime, il faut être dans la nature toujours. Et c'est un truc qui je trouve qui te permet d'atterrir en toi et de te reconnecter à la perfection des choses, quoi. Parce qu'on veut tout modifier, on veut tout changer. Et en fait, en regardant le monde sous ce nouveau détour, je me suis mis à être beaucoup plus serein et relax. À pas vouloir changer les choses. On veut beaucoup changer les choses et les gens. Et là, j'étais dans l'acceptation. Tu vois, j'ai fini ma phrase avant de mettre le tire-bouchon. On s'en fiche, il peut y avoir du bruit. Là, c'est un Meursault, Claude et Perrière, 2016. Waouh. C'est un grand délire. Je te sens un grand vin de ma cave. T'es trop mignon, mon chouchou. Ouais. Bah, parce que je sais que tu vas l'apprécier aussi. Ouais. You know me. Je n'ai pas changé. Je sais pas s'il est pas super frais, on va le laisser au frais. Mais en tout cas, il va s'ouvrir et il va taper. Est-ce que t'es spirituel? Bah écoute, pendant bien des années, je me suis considéré spirituel. Et je pense que plus tu le deviens et plus tu considères que tu l'es pas, tu sais, plus t'en apprends et plus tu te rends compte que tu sais rien. Comme disait notre ami Socrate avant de mourir, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et dans la vingtaine, je me considérais très spirituel avec mes Burning Man et mes machins, mes trucs. Et mes voyages et cheers. Et aujourd'hui, je me sens un peu déconnecté de la spiritualité. Je le suis tout aussi connecté que je l'étais dans ma vingtaine, mais en tout cas, j'ai l'impression par rapport à la vitesse à laquelle j'avançais à l'époque et l'intérêt que j'y portais, je trouve que je me suis un peu détourné de tout ça aujourd'hui pour des raisons de vie, quoi. Pour des raisons financières. Parce qu'il fallait manger et puis du coup, la spiritualité, ça paye pas trop. Non. Plus sérieusement, tu commences à te dire bon, là c'est plus trop l'heure de la recherche, c'est surtout l'heure de construire quelque chose de viable pour derrière pouvoir peut-être replonger là-dedans, mais avec plus de sérénité, parce que être adulte, c'est aussi poser des fondations et poser quelque chose de solide. Et j'ai ressenti le besoin de me construire une carrière, de me construire un chez moi, de me construire ma bulle, avec les petits acquis que j'avais de ma vingtaine, tu vois, pour pouvoir de ce tremplin-là repartir dans une exploration avec une base qui me ressemble plus, parce que les parents, on les aime, ils nous donnent ce qu'ils nous donnent, ils nous amènent là où ils nous amènent, mais à un moment donné, ce socle, il ne correspond pas plus forcément aux expériences qu'on s'est fait, à la vision qu'on a et à la direction qu'on veut prendre. Du coup, j'avais besoin, plutôt que de partir de cette vision-là et d'explorer le monde, j'avais besoin de créer un entre-deux, et un entre-deux professionnel, casanier et d'entourage. Voilà. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai travaillé ces 10 dernières années, on va le dire. Oui, on va le dire. Et là, je sens un besoin d'exploration. Je sens que j'ai besoin, maintenant que le socle est un peu solide, de repartir en vadrouille. Et quand tu dis repartir en vadrouille, c'est voyage, rencontrer des gens, voyager beaucoup. Je voyageais beaucoup avant, je faisais au moins un voyage par an, sac à dos. Tu sais, j'avais fait le truc Into the Wild dans le bus, j'avais fait l'Alaska, j'ai fait le pôle Nord, j'ai fait plein de destinations que j'adore. Et là, j'ai envie d'aller me perdre au Japon pendant quelques mois. Et de là voir où ça m'entraîne. Après, c'est dur parce que dans ce métier, c'est toujours le projet d'après, qu'est-ce qu'il y a après, il faut rester dans un espèce de momentum, t'as toujours un peu peur quand ça fait 15 ans que tu bosses et que ça commence à émerger. Tu te dis bon, il faut pas te le faire tant qu'il est chaud, je peux pas partir maintenant, t'as peur que ça reparte à zéro, quoi. Mais et en même temps, tu peux pas trop raconter le monde si tu prends pas le temps de l'observer. Du coup, je pense que là, je suis en paix avec le fait qu'il faut que j'aille un peu contempler les choses.
Je pense que ce que j'ai acquis dans les 30 premières années de ma vie, c'est encore là. C'est juste que c'est un peu enseveli sous le côté cérébral, quoi. Comme je t'ai dit, que tu as cette impression de marcher dans une maison de miroir ou déformant, trop se regarder le nombril, à trop penser à ses choix de carrière, à trop penser à ce qu'on est, ce qu'on représente, où on va. En fait, tu te dissocies un peu du présent parce que tu es toujours en train de penser à l'avenir. Et je pense que la spiritualité aussi, c'est le présent. Donc voilà. Ok. J'aimerais l'être plus. Être plus à l'écoute, Plus connecté à quelque chose de plus grand. Plus universel. Ouais, peut-être, ouais. C'est excellent. Et encore, il s'est pas ouvert. Hein. Ah ouais? Merde, moi j'ai déjà bu un peu. Est-ce que t'es superstitieux? Non, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. On va rien dire d'autre. Tu crois en la vie après la mort? Ouais. Après la vie telle qu'on la conçoit là, telle qu'on est aujourd'hui, non, pas cette vie-là, mais je crois, je suis convaincu à 99% que d'avoir la bonne réponse. Et je pense que vraiment on se sépare dans des milieux de particules et on devient le monde dans lequel on vit, quoi. Ok, donc les fantômes, par exemple, si moi je te dis que les fantômes de ma grand-mère est venue me voir dans ma maison de campagne, comment elle va? Super bien. Ah, elle est blonde, elle avait un brushing parfait. Donc ça, c'est du délire. Il n'y a pas de fantôme. Non, je pense pas que ce soit du délire, mais fantôme, c'est quand même le côté spectre, le côté drap blanc, le côté truc invisible et transparent. Ça, c'est des projections. En fait, le souci avec l'être humain, c'est qu'on a toujours besoin de matérialiser les choses telles qu'on les conçoit. Je vais essayer de m'exprimer mieux. Tu vois, au même titre que... Voilà, un bon exemple, c'est quand j'étais en philo, en première, je crois, le prof nous dit fermez tous les yeux et imaginez maintenant le néant, le rien. Et il nous dit, donc là, vous voyez du noir, quoi. En fait, c'est simple, c'est que en fait, votre cerveau, il n'est pas capable de visualiser quelque chose qu'il ne connaît pas déjà. Tout ce qu'on construit depuis la plus tendre enfance, c'est une reproduction de ce qu'on a vu, de ce que nos parents ont fait, de leurs gestes, de leurs expressions, du monde tel qu'il a été dépeint dans les films, et de ce fait, c'est dur de visualiser cet état d'entre-deux autrement que des personnes transparentes ou des fantômes ou des machins, puisque c'est comme ça qu'on le dépeint. Mais ça sort de l'imagination de certaines personnes. Après, je suis persuadé que les énergies continuent à circuler, les énergies continuent à vivre. Et après, en te traversant, c'est toi qui es le projecteur, c'est toi qui les visualises tel que tu veux. Tu vois, même titre que tu peux avoir des alus, parfois quand tu es très fatigué, que tu n'as pas dormi, que tu es sur un tournage de nuit et que tu commences à voir des choses qui n'existent pas, ou que tu as pris des trucs et que tu commences à voir des choses. Ton cerveau, il a un pouvoir de visualisation qui est assez dingue, et je pense que ces énergies, mêlées à ta spiritualité, à l'amour et à la relation que tu pouvais entretenir avec une certaine personne, peuvent communiquer et être projetées de cette façon-là, à travers le prisme de ton imaginaire. Après, le fait que ta grand-mère soit vraiment là, qu'on puisse tous la regarder et papoter avec elle, j'y crois moyen. Ok, donc c'est des projections. S'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Bon, l'amour, c'est magique, l'amour. C'est quand même dingue. L'amour, c'est quand même c'est quand même la seule énergie qui peut fueler un corps entier sans ressources. Tu connais cette histoire c'était en 98, c'est John Krakauer, le même mec qui a écrit Into the Wild. Il faisait partie d'une expédition pour aller atteindre le sommet du mont Everest. Et donc ils sont tous partis, et tu sais, il y a plusieurs paliers, je sais pas s'il n'y a pas 7 paliers où ils montent, et selon les conditions, ils passent au palier suivant et tout ça. Et le dernier palier, qui est un des plus compliqués, il faut attendre qu'il fasse très très beau, parce que c'est déjà tellement fastidieux de le grimper comme ça, qu'en plus si tu te manges une tempête, c'est synonyme de mort. Donc ils sont au dernier palier, il fait assez beau, il décide de monter, tu vois, tu as des bouteilles d'oxygène, t'es surcouvert, il fait un froid de l'espace, donc
Vraiment, tu montes, tu prends ta photo au sommet et tu redescends. Et il faut une préparation de dingue en cardio, en tout ce qu'il faut. Et même mental. Hein, Et donc ils partent dans cette expédition, ils atteignent le sommet et ils prennent leurs photos, ils sont contents, ils sont ravis. Et pendant qu'ils redescendent, l'Everest enregistre une plus grande tempête de son histoire. Là, à ce moment, en 98. Ils n'avaient jamais connu ça pendant une ascension. Et eux, ils se retrouvent bloqués au sommet de l'Everest dans un tourbillon de nuages noirs et de vent et de tempêtes de neige. Et en fait, c'était synonyme de mort, quoi. Et t'en as qui ont ce truc-là, qui parfois t'as une espèce de maladie quand t'as très 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 froid. En fait, t'as l'impression que t'as super chaud et donc ils se déshabillent et ils meurent instantanément, tu vois. Donc il y en a certains qui ont traversé ça, il y en a d'autres qui vraiment on a laissé pour morts. Il y en a qui ont commencé à essayer de redescendre tant bien que mal, ils ont essayé de se récupérer. Enfin, ça a été vraiment un carnage et ils sont redescendus les quelques survivants à l'attente au premier relais en bas, quoi. Je sais pas si c'est quelques heures, je crois que c'est quelques heures plus tard, mais vraiment presque, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être 15 heures plus tard, un truc comme ça, il y a un mec qu'ils avaient laissé complètement pour mort, allongé dans la neige, qui débarque, quoi. Il débarque dans la tente en mode... bon, il avait les mains qui avaient gelé, on a dû lui amputer plus tard, le nez pareil. Et ils lui disent, mais on t'a laissé pour mort, la tête dans la neige, là-haut, sur l'Everest, t'avais à peine de l'oxygène dans ton tank, et comment t'as trouvé les ressources? On était épuisés, machin. Et il dit, bah, j'ai pensé à ma femme et à ma fille. Et cette petite... j'adore cette histoire parce que ça te prouve bien. Ils ont fait un TED Talk là-dessus d'ailleurs, où ils expliquent que vraiment l'amour, c'est la seule énergie qui peut vraiment te donner l'énergie de power, un corps entier. Et si ce n'est pas juste de le réveiller, en tout cas de le faire descendre une putain de montagne pendant une tempête, c'est le seul truc qui n'a pas besoin de nutriments, de nourriture, de fuel, de rien. Donc c'est quand même magique, il faut se pencher sur cette question. L'amour, ça se touche pas, ça se raconte pas, c'est de la pure magie. Est-ce qu'il y a des moments, toi, où ça t'a sauvé, l'amour? Sans parler de l'amour de ta mère. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse tendrement. L'amour m'a sauvé, bah, je pense que... j'ai pas d'exemple précis, mais je pense que l'amour... En fait, je pense que tout ce qu'on fait... C'est Xavier Dolan qui avait dit ça dans un discours que j'adore, et il l'avait emprunté à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il disait, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour être aimé, accepté et validé. Parce qu'on est tous des petits-enfants en carence affective qui essaient de trouver leur place et se rassurer sur le fait qu'ils ont leur place dans ce monde. Et selon la façon dont on a été éduqués, selon ce que nos parents traversaient, selon ce que nos parents avaient aussi à digérer, qu'ils n'ont pas fait dans les années 80, 90, on a emmagasiné beaucoup de choses et donc on doit aussi faire le taf pour de certains trucs. Parce qu'on est une génération aujourd'hui qui prend beaucoup plus le temps de s'observer et de se guérir. Mais à l'époque, je pense qu'on a absorbé beaucoup de choses de nos parents qui n'avaient pas fait le travail. Et de toute façon, tout ce qu'on fait, je pense qu'on le fait par amour. Tu te lèves le matin. Moi, pendant longtemps, j'avais ce qui me motivait. Je courais des marathons et parfois je sentais que j'avais moins le physique que le mec avec qui j'étais en compète, mais c'était vraiment au mental. Et je me questionnais tout le temps. Je me disais, pourquoi j'ai autant de mental? Pourquoi j'ai autant de volonté? Pourquoi j'arrive à me faire aussi mal et à me dépasser? C'est que j'avais toujours une personne en tête pour qui j'avais envie d'être la meilleure version de moi-même. Et certaines personnes ont cette force que j'envie, qui arrive à être leur propre personne. Tu vois, comme McConaughey qui dit aux Oscars, je me cours après dans 10 ans. Je trouve ça absolument formidable. Moi, je me suffis pas à moi-même. Je pense que c'est une question d'amour personnel après, mais j'ai pas envie de m'épater spécialement, j'ai pas envie de me prouver spécialement, donc j'ai besoin d'une personne extérieure. Et pendant toute ma vingtaine, ça a été ça. C'était vraiment... ce qui me sauvait, c'était de penser à une personne en particulier que j'aimais profondément, de près ou de loin, hein, mais ça a été ça mon moteur. De loin, est-ce qu'on peut juste évoquer 2-3 noms? Quand je dis de près ou de loin, je veux dire des personnes qui font partie de mon entourage peut-être, mais avec qui j'ai pas engagé, tu vois. En tout cas, j'ai pas verbalisé, j'étais tellement timide aussi. Bah, tu l'es encore, hein. Un petit peu, oui. On a du mal à le croire, mais c'est vrai. Quand on a dit s'il y a de la magie, où est-elle? Donc toi, dans l'amour.
Ouais. Est-ce que tu peux quand même nous raconter si tu as eu une expérience un peu paranormale? Alors moi je parlais de fantômes, on a dit que non. Ouais. Il y a les synchronicités, il y a les hasards de dingue. Bah, je suis tellement cérébral que j'ai rarement tendance à me dire waouh, c'était complètement paranormal sans plonger dans l'explication, mais euh, le plus paranormal que j'ai eu dans ma vie, c'est le moment où je me dis tout s'aligne vraiment. S'il doit t'arriver une chose, et en fait le monde entier est en train d'orchestrer pour que où que tu ailles, plus tu t'en éloignes, plus il va y avoir des phénomènes qui vont entrer en jeu pour te remettre dans cette direction. Et tu te dis bon, ça devait vraiment arriver quoi. Moi j'ai eu ça sur Emily in Paris, la phase de casting. C'était avant la saison 1, avant que je sois casté, je me souviens, je, ça a duré un mois, je crois qu'on a fait 4 rounds de casting et c'était éprouvant, on était 200, on a fini, on n'était plus que 2. Et je me souviens on m'a dit ben non, c'est pas toi, on a choisi quelqu'un d'autre parce que t'es un peu trop vert, on a besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience, ce que j'ai tout à fait compris. Et puis en plus, ils avaient choisi un acteur super euh, que je respecte beaucoup. Et du coup, je me dis, je vais me destituer de ça parce que j'ai passé un mois vraiment dans cet état d'esprit, à manger, à boire, à respirer ce personnage. Et donc, je vais partir dans un des endroits au monde que je préfère, c'est sur le tracé du GR20. Il y a une petite bergerie qui s'appelle la bergerie de Vacaille. Hein, et c'est le paradis sur Terre. C'est vraiment, tu fais une ascension de 5 heures et une fois que tu arrives là-haut, c'est sur l'étape 3 ou 4, je crois. C'est une petite bergerie avec un petit drapeau de la Corse qui flotte, qui se fait comment on dit, restocker en vivre par des ânes. Tu vois, c'est des montées d'ânes, d'eau d'âne à l'ancienne. Euh, Ils ont quelques bunk beds, quelques tentes, et c'est vraiment un flanc de colline, donc tu as vraiment la bergerie qui donne sur une grande colline bien creusée avec des chevaux sauvages, des vaches. Il y a un grand lac un peu plus haut et tu peux t'allonger sur ce flanc de colline. L'herbe elle est toute douce, c'est de l'herbe un peu mousse, tu vois. Et tu as les vaches qui viennent brouter à côté de toi et c'est le silence parfait. Tu vas chercher l'eau à la source, tu la ramènes et un peu comme à Burning Man, tu existes un peu par ta force participative, tu vois. Donc je pars là-bas et je me dis c'est le meilleur endroit pour repartir, quoi. Pour oublier ça et repartir à zéro. Et pendant que je suis là-bas, mon grand-père était avec moi. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Il fait l'ascension avec moi. On arrive là-bas, il me dit, c'est vraiment le grand-père corse avec le kaki, vraiment la grande barbe, le couteau suisse, mi-couteau suisse, mi-couteau meurtre, tu vois. Et le corse, quoi. Et on arrive là-haut et il me dit, après une soirée à écouter des chants corses, à manger des spécialités, parce que je crois qu'il fait son fromage de chèvre aussi là-bas. Enfin, vraiment, c'est sa myrte et tout. Et là, mon grand-père vient me voir et il me dit, parce que ma tante sa fille devait nous rejoindre le lendemain et c'était un peu fait mal dans l'ascension. Il me dit, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Je vais appeler ma fille pour lui dire que je pourrais pas venir la chercher demain, enfin, je pourrais pas faire l'ascension avec elle. Et moi, j'étais dans un truc, pas de téléphone, tac, pendant 10 jours, je suis coupé du monde, génial. Et donc, il part, parce qu'il n'y a pas de réseau sur cette colline, et donc je crois qu'il fait 1 heure de cheval pour aller se retrouver près d'un lac qui s'appelle le lac de Nîmes, où vraiment tu peux avoir une barre de réseau et passer des coups de fil. Et donc, il part pour la journée, et il revient le soir, et il me dit, tiens, quand j'ai eu du réseau, ton portable a vraiment sonné beaucoup, énormément, donc peut-être regarde et tout. Moi, je lui dis non, 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 c'est mort et tout ça. Donc, je le remets dans ma tente et je continue ma petite vie je continue à gambader dans la prairie, quoi. Ouais. Et c'est le lendemain matin, en me réveillant, que je me dis quand même, je vais quand même jeter un œil. Et je regarde et je vois 30 appels en absence, 40 messages, machin. Je me dis, bon, il se passe quelque chose. Il est rare qu'il y ait une telle effervescence sur mon portable, donc je vois le message, où es-tu? T'es dans un lac sous une rivière et on a besoin de te contacter. Je vois mon agent, dire casse les machins. Je me dis, ah bon, il se passe quelque chose. Donc je vais voir le berger et je lui dis, est-ce qu'il y a un endroit à moins d'1 heure de cheval, vu que je ne fais pas de cheval, où je peux avoir une barre de réseau pour savoir si tout le monde va bien, quoi. Il me dit, ouais, tu prends ton téléphone là-bas, derrière la colline, 48 minutes, tu vois, sur le rocher, tu as peut-être une barre. Donc je me dis, ok, donc je pars en mission, elle est très longue cette histoire, hein. Je pars en mission
en mission, trouver du réseau. Donc je marche, et puis j'arrive sur un rocher, je suis en équilibre, tac, j'ai une barre, et j'appelle, et c'est mon agent qui me dit, il faut absolument que tu reviennes à Paris tout de suite, ils veulent te revoir, machin. Je dis, ah, bah, parce que si, parce que là, parce que là, si. Je dis, ok, d'accord. Donc je redescends, quoi. Je redescends la montagne, je remonte à Paris, et j'arrive dans une pièce où ils me disent, je me retrouve avec 2 scripts d'Hollywood, 2 producteurs de Paramount, L'Oréal, Darren Star et Lily Collins, et ils me font repasser les essais, et suite à quoi, le lendemain, ils m'ont annoncé que je commençais à tourner la semaine d'après, quoi. Et je me dis, c'est marrant parce que j'aurais pas pu être plus loin, plus déconnecté, plus à l'ouest de ça. Et malgré ça, la vie a trouvé un moyen d'envoyer mon grand-père faire 1 heure de cheval pour que j'ai du réseau, ou de le blesser. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui se sont mises en route qui ont fait que ça s'est joué à rien. J'aurais pu vraiment passer mon été tranquille sur ma montagne et passer à côté de ça. Et les choses ont voulu que ça se mette en route. Et depuis ce truc-là, je suis un peu persuadé qu'il y a un dessin avec des trajectoires qui se. C'est pour ça que le tarot pour moi a de la valeur, parce qu'il y a un dessin. Et je pense qu'ici, Il le sait. il le sait. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là m'avait un peu marqué. Je me dis, c'est quand même marrant, quoi, parce que j'aurais pas pu m'éloigner plus de ce tournage. Et ils ont quand même réussi à m'atteindre là-haut sur ma Ah colline. bah t'inquiète, la vie, elle te fait louper des avions quand il faut, elle te Ouais, fait... ouais. elle est géniale. Et quand c'est ton moment, ça viendra de toute Ouais, façon, ouais. t'inquiète, quoi. Ouais. Après, faut être active. T'as voulu être acteur, t'as pas atterri... Enfin, tu vois, c'était ton Oui. dessin, mais t'as bossé ta technique. J'imagine que t'as fait le taf, tu vois, tu te retrouves Non, ce pas... qui est certain, c'est que la vie te donne pas ce que tu souhaites tant que tu n'es pas prêt à le recevoir, d'une. Ça, c'est un truc que j'adore, parce que tu es un ange gardien. Je pense que s'il m'était arrivé ce qui m'arrive aujourd'hui, quand je le voulais d'autant plus, c'est-à-dire dans ma vingtaine, j'aurais été complètement con, et j'aurais tellement mal reçu l'information. Et surtout, je pense que ça m'aurait détruit. Et donc j'ai vraiment compris que la vie te donne les choses quand tu es prêt à les recevoir. Donc il y a un truc très protecteur de la vie auquel je fais très attention. Ce qui me permet maintenant, quand j'ai des déceptions ou des choses que je voulais et que je n'obtiens pas, de me dire c'était pas le moment, c'est comme ça, it wasn't meant to be. Ça veut dire que je dois prendre ça comme une expérience qui va me préparer à quelque chose de plus grand. Ou pas forcément de plus grand, mais de plus pertinent par rapport à ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui s'est passé à l'acteur de base, là, que tu respectais de En, ouf? en fait, J'en peux plus être raciste. C'est trop bien qui t'ait rappelé, putain. ouais. En fait, Darren, lui, apparemment, me voulait depuis le début. Et c'est Paramount qui disait, mais c'est personne, il est trop vert, il a rien fait avant, on sait pas s'il va tenir 5 mois de tournage, c'est quand même éprouvant le tournage d'Emily in Paris. Et donc ils avaient besoin de s'assurer, de savoir que c'était un mec qui allait tenir la baraque. Et le mec qu'ils avaient choisi à la base, c'est un super acteur qui avait fait des films que moi j'adore. Et je comprenais tout à fait ce choix. Et après, Darren, il a dit non, mais moi, dans ma vision, c'était vraiment lui. C'est plus lui le personnage, c'est plus vers cette couleur-là que je veux aller. Et du coup, il a insisté, même après que l'autre ait été casté, il a insisté pour que je revienne pour me faire passer les essais en face des producteurs cette fois-ci, qui m'avaient juste pas validé par vidéo. Et là, il voulait qu'on soit dans la même pièce, qu'ils sentent l'énergie et tout ça. Et c'est ça qui a fait un peu la différence. Donc l'énergie, quand on peut aussi imaginer que revenir de la montagne dans un silence de ouf, l'énergie, quand tu t'es retrouvé dans la même pièce que ses producteurs, Ouais. c'est un Lucas peace, c'est un Lucas posé, c'est un Ouais. Lucas centré, c'est un Lucas qui regarde droit, enfin tu vois. Ouais. Ouais, et c'est une fois de plus, quand je te dis que les choses arrivent, sont alignées, c'est que j'ai passé un mois où j'étais stressé, chaque casting j'y allais, je balbutiais, j'essayais d'être quelqu'un que je suis pas, parce qu'on me disait, tu sais, les Américains, faut être actif pendant le casting, mais il faut être actif aussi en dehors, faut que tu sois quand même vivant, tu peux pas y aller tout timide, tout éteint, tout machin. C'est pas ma personnalité d'arriver dans une salle de casting. Hey les gars, what's up? Et je me souviens, j'avais essayé de faire une vanne d'ailleurs le 3e jour, et ça avait fait un four, et du coup, ça m'avait encore plus enfoncé dans un truc de. Qu'est-ce que j'avais fait comme vanne? C'était drôle tellement c'était Pathétique. c'était à chier, quoi. Ah mon Lulu. Et bref, et là, je suis revenu dans un truc où j'avais déjà digéré en fait cette forme de défaite, et je suis arrivé en mode j'ai plus rien à perdre, et je pense que je suis arrivé dans cette pièce remplie de présent, serein,
Et j'étais prêt à toute éventualité. Du coup, je pense que ça a fait la différence. Parce qu'autant, on aurait refait ce rendez-vous avant qu'on me dise non et que je pars dans la montagne, j'aurais rien apporté de plus. Donc une grande confiance en la vie. Ouais. Et tu parlais du fait qu'elle était protectrice. Mhm. C'est quoi les rêves pour toi? Bah, les rêves, c'est... Je vais te donner une explication très cartésienne. Pour moi, c'est un... Je t'ai pas montré mon fond d'écran, tiens. Il est pas trop mignon? Putain, mais moi j'adore lui. Moi aussi, je suis fan. Ouais, c'est trop bien. C'est toi qui as pris cette photo? Non, on était au festival de Biarritz et on papotait. Ouais. Et en fait, je le croise. Et moi, c'est Maman. pour... Ah oui. Maman qui m'envoie. Et le film avec Jean Reno. C'en est ouf. Et j'étais à Biarritz et je le croise pendant ce festival qui est organisé par Anna Girardot et Jérôme Pulis, que j'adore. Et je le vois seul dans un coin. Attends, de qui on parle? D'Alain Chabat. Et je me dis, cette personne a tellement fait partie de ma vie, de ma construction, de mon humour, de tout. C'est un génie. C'est un génie de douceur, d'amour, d'humour. Et je me suis dit, si je ne vais pas lui parler alors que je suis timide, maladif, je vais le regretter, je vais y penser toute la nuit. Et je vais en rêver, tiens, puisque le rêve, c'est aussi un résumé de sa journée qui est un petit peu reformaté pour faire passer des messages, je pense, ou des trucs qui sont restés undealt with, comme on dit. Et je vais le voir et je lui dis bonjour Alain, bah écoute, non, je ne l'ai pas vous voyez, j'étais le seul à le vous voyez d'ailleurs, tout le monde le tutoyait. Et je lui ai dit j'aimerais qu'on parle. Je dis j'y suis, tant que j'y suis, autant y aller à fond, les pieds dans le pas. J'ai dit j'aimerais qu'on parle de la Cité de la Peur, des Nuls, de Burger Quiz, de Avez-vous déjà vu, de Mission Cléopâtre et de Santa et en fait de tout parce que j'aime tout. Et il avait un regard d'une telle douceur, il est dans une telle écoute, il est si présent, il n'a si rien à foutre de tout le reste, tu vois. Que ça a été un moment, il a pris le temps de me répondre. J'aime à croire qu'il a passé un bon moment puisqu'il m'a quand même donné matière à nourrir cette conversation et ça a été une des rencontres les plus bouleversantes de ma vie. Tellement ce mec est... Je me suis parti de cette conversation en me disant c'est fou, j'ai l'impression d'avoir rencontré un super humain. Il a un truc où on dirait que tous les petits soucis qui te taraudent, tous les petits trucs, toutes les petites blessures, tous les trucs qui nous bouffent de l'intérieur au quotidien, on dirait que lui c'est des choses qu'il a complètement évincé. Il est dans un truc très direct, très honnête, très doux. J'ai senti aucun jugement chez lui en fait. Et c'est très rare. Et voilà, c'était vraiment une super conversation. Et on parlait de ça pour parler des rêves. Et les rêves, oui, pour moi, c'est un résumé de sa journée ou de choses qui nous taraudent, je pense, pendant la semaine, qu'on laisse dans le fond de l'esprit et qu'on essaie un peu d'oublier tant bien que mal. Et le rêve, c'est le subconscient qui vient te rappeler que voilà. Alors voilà la to-do list, voilà tous les trucs sur lesquels il faut que tu bosses. On va t'enrober tout ça dans un petit scénario un peu cool, qui n'aura peut-être pas de sens sur le coup, parce qu'il faut un peu faire rentrer toute la mayonnaise, mais au final, les rêves, c'est super important. Moi, c'est vraiment ma to-do list. Est-ce que tu peux partager avec nous un de tes rêves marquants, un rêve que tu as fait fréquemment ou c'est quel genre de rêve? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Lucas la nuit? Moi, mon rêve le plus fréquent, c'était... Je le fais plus en ce moment. Je me souviens, après ma naissance, je rêvais beaucoup. J'entendais un truc battre au loin. Je me suis rendu compte des années après que je revivais un peu le cœur de ma mère dans le ventre. Je savais pas ce que c'était. C'était une forme que j'arrivais pas à décrire. J'étais dans une sorte de miasme, mais j'entendais un battement. J'ai mis 25 ans à comprendre que c'était juste ça. Et un rêve que je faisais souvent, d'enfant, j'ai arrêté de faire dans la trentaine, j'étais sur un navire, j'étais sur un grand bateau de nuit, un peu ambiance Titanic, et je tombais du bateau, et j'étais dans l'eau, qui n'était pas spécialement froide, mais j'étais dans l'eau, et le navire était très haut, et je le voyais s'éloigner, et j'essayais d'hurler, mais je ne pouvais pas, j'avais pas de voix. Et donc j'avais toujours ce truc de ce truc qui s'éloigne et moi impuissant et qui peut complètement pas signifier que je suis tombé du truc. Et je l'ai jamais vraiment interprété celui-là. J'ai toujours eu un peu peur de savoir d'où ça venait. Mais ça a été mon rêve le plus fréquent. Après j'ai souvent ce truc où je tombe au moment où je heurte le sol, je me réveille. Après ça on m'a dit par la suite que parfois quand tu fais un peu des apnées du sommeil ou que ton rythme cardiaque descend trop,
ton corps a une espèce de système d'alerte où il va t'envoyer un peu un petit coup de dans ces phallogrammes pour te réveiller. Les rêves prémonitoires, t'y crois? Ouais, carrément. Les morts qui viennent, les énergies, tu parlais d'énergie. Ouais. Est-ce que les rêves, c'est pas un endroit comme la mort, en fait, d'ultra-conscience, où on a une conscience? Je pense, ouais. Bah, je pense que oui. De toute façon, le cerveau, il y a quelques rares occasions où je pense qu'il est ultra ouvert à toute éventualité. C'est quand il est dans ce stade d'hyper-ouverture à toute éventualité que tu peux, je pense, percevoir le plus de choses. C'est comme si ton antenne se déployait et du coup, tu peux capter plus de fréquences. Et du coup, c'est tellement décérébralisé le subconscient pendant le rêve que tu captes énormément de choses. Le cérébral, en fait, il t'enlève de cette valeur spirituelle. Et tu vois, c'est Marina Abramovic qui disait une phrase que j'adore. Elle disait souvent, elle dit encore sûrement dans l'intimité, puisqu'elle n'est pas morte du tout. Elle dit, moi, je paraphrase, mais pas vraiment. Elle dit, moi, mes lieux préférés, c'est les salles d'attente, les ascenseurs, tous les entre-deux, tous ces lieux où en fait tu es ni dans un avant et dans un après, et c'est dans ces lieux-là, les aéroports, où ton cerveau est le plus ouvert à recevoir n'importe quelle éventualité, que ta vie puisse partir à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est là où tu es le plus réceptif parce que tu es dans un entre-deux. Et elle dit c'est ces lieux-là que je préfère. Et je pense que c'est similaire dans ton sommeil. Je pense que tu traverses ce même état d'hyper-ouverture et d'hyper-éventualité. Et du coup, je pense que s'il y a des énergies qui circulent, elles se branchent beaucoup plus facilement. On interprétera le bateau qui s'en va Ouais. et le mec s'envoie après. En quoi tu crois? Waouh. Ouais. Bah, tu vois, c'est la question de ma vie. Je crois que je sais pas en quoi je crois. Je crois que c'est vraiment le combat de ma vie, c'est de comprendre en quoi je crois. Et pas au sens de je crois en plein de choses, hein, mais en quoi je crois profondément, de façon viscérale, quoi. Et j'ai l'impression qu'il me manque cette chose-là en moi. Il me manque cette. J'ai pensé croire en des choses plus jeune, mais je pense que j'ai été déçu par la vie, par des gens. Et il y a certaines croyances que j'ai perdues. Et aujourd'hui, je pense que je suis dans une phase où j'ai besoin de redéfinir ma croyance profonde. Parce que c'est ça qui détermine ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Pour revenir sur l'amour, je crois en l'amour de façon. Et pas l'amour de façon relationnelle, mais je crois en cette énergie. Ça, j'en suis sûr et certain, puisqu'on en a déjà parlé. Mais j'ai besoin de nuances. Je crois que je suis dans une phase où j'ai besoin de comprendre en quoi je crois. Bon, on va Alright. faire un petit tirage. Un petit tarot. Un petit tarot. Voilà. Ça, c'est mon plus vieux. C'est un tarot de Marseille que j'ai depuis 15 ans. Il fait la gueule, hein. Ouais, il fait la J'adore. gueule. Il pue. Mais bon, mais super. Celui-là, c'est un petit tarot que j'ai acheté à Barcelone il y a 2 semaines. Ah, il est mignon. Il est hyper mignon, tout neuf. Il ne pue pas la vinasse. Moi, j'aime bien quand il pue la vinasse. Ah bon, bah ok. Attends, mais d'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que tu aurais pas un petit jeu de tarot? Bah ouais. J'ai peut-être un jeu de tarot à te donner. Parce que figure-toi que j'aime le tarot quand même, mais que je me suis dit, il faudra le filer à. Tiens, mais je suis en train de te l'ouvrir, mais en fait, attends, je te le remets bien. Bouge pas. Trop bien. Faut jamais partir d'ici sans cadeau. Ah ouais? Bah oui. Il est trop beau. T'as tout tarot. Ink Intuition. Merci mon chouchou. Bah, je t'en prie. Mouah. Tu me fais un cadeau, je te fais un cadeau. Bah ouais. Alors vu que c'est le mien et que tu viens de me l'offrir, je vais quand même en tirer une pour le baptiser. Ça se trouve, ça va être le pendu. Ah, t'imagines. Bah ouais, ça serait génial. Bon, Alors je serais attends. même pas surpris. Putain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ace of Sword. Donc moi, je tire l'as d'épée. L'as d'épée, c'est que mentalement,
en tout cas ce que tu es en train de me donner, c'est une force mentale, c'est une clairvoyance de dingue. C'est-à-dire que c'est l'intelligence. Les épées, c'est les pensées. Ok. Et l'as, c'est en fait, tu m'as permis par cette conversation ou par ce cadeau, ou en tout cas l'énergie que tu m'offres aujourd'hui ou ce que tu me donnes, c'est une illumination mentale. Ok. C'est-à-dire que je vais certainement avoir une idée en sortant de la maison. Bon, à toi de le tirer. Alright. Alright. Alors, est-ce que tu as une question où vraiment on voit l'énergie dans laquelle on en tire juste une, hein. On va pas te faire un tirage, genre vais-je rencontrer l'amour. Est-ce que je vais être riche? Déjà, on décide ce qu'on fait. Est-ce qu'on pose une question ou est-ce que vraiment on regarde Non, on pose pas de questions. On pose pas de questions. Ok. Bélier. Alors, on respire par le nez. On respire par le nez, ça c'est le seul truc important. Et on mélange en même temps. Et une fois que tu seras assez centré, que tu seras concentré, tu poses le paquet sur le canapé vert, là, les illustrations comptent, et tu le coupes en deux avec ta main gauche. Maintenant, je me tais. Alors, tu l'as fait de la main droite, c'est un peu péché. Ah pardon, excuse-moi. Et c'est le pendu. Bam, bam, bam. Et on ne plaisante pas, c'est le pendu. Chérie, ce que ça veut dire... C'est qu'il veut pas me lâcher la grappe, celui-là surtout. Tu vas me décrire la carte, mais ce que ça veut dire, c'est que 1, il y a de la magie. Ouais. Que 2, le tarot, moi tu me l'offres celui-là, donc c'est péché que de refuser le cadeau. Par contre, je vais revenir, limite la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, avec un tarot et je vais t'en offrir un. Ok. Ça veut dire que quand tu tires le pendu, ça veut dire que tu as suffisamment de recul pour analyser et pour avoir les bonnes intuitions et les messages qui viennent à toi. Parce que le pendu, ouais, surtout qu'on a le 2 d'épée derrière, le pendu, il a de la hauteur. Il est très, très, très spirituel. Il a compris que le monde intangible était plus riche que le monde tangible, de 1. Et il a compris autre chose. Il a compris que c'est pas dans les actions, mais bien dans l'énergie qu'on faisait. On n'a pas besoin de sonner. Je peux sonner chez toi juste avec les énergies. Lucas, ça te dit aussi que tu as besoin d'un temps de pause. Oui. J'entends. Que tu as besoin d'un temps de pause pour prendre du recul sur les choses. Attends, je vais juste en tirer une quand même. L'ermite. Tu as besoin de prendre du recul. Donc là, on retire l'ermite après. L'ermite, c'est que tu te souviens, tu me parlais de cette colline sublime. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour qu'il se passe des trucs de dingue encore. Ok. Ah, je prends tout. Il y a des oiseaux qui rentrent. Je sais pas, peut-être. C'est terminado notre C'est fini. épisode. Oh là là. Ouais. Mon Dieu, quelle tristesse. Ouais. C'était bien, hein. Bah ouais. Tu prends à peine le pli que c'est déjà fini, quoi. Bah ouais. Un peu comme Tu les veux autres, qu'on quoi. continue, hein? Je peux pas faire le pendu de fait, j'ai pas les ressources. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le cadre de Bâton Tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance